Al24 News, bienvenue pour l'édition de 19h. Toujours un plaisir de vous retrouver. Sans plus tarder, voici votre sommaire. À la une de l'actualité de ce lundi soir, les corps de 20 martyrs récupérés dans le quartier de Sheikh Zayed, au nord de la bande de Gaza, soumise depuis plus de 2 mois à un crime de nettoyage ethnique. En Cisjordanie occupée, 70 civils palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début de l'année lors des agressions menées par les forces d'occupation sionistes, notamment à Jenin, qui a enregistré le bilan le plus lourd. Autre titre du jour, dans une interview accordée au quotidien français L'Opinion et publiée dimanche soir, le président Tebboune s'est exprimé sur les sujets les plus chauds de l'actualité, sur les déclarations hostiles de la politique française vis-à-vis de l'Algérie, créant ainsi un climat délétère. Le président Tebboune est revenu sur le soutien d'Emmanuel Macron au pseudo-plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental et qui, selon lui, est une grave erreur. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également l'imam de la mosquée Al-Aqsa, Cheikh Ikrama Saïd Abdallah Sabri. Ce dernier lui a remis un cadeau symbolique consistant en un fragment de pierre du dôme du rocher d'Al-Aqsa, en reconnaissance et en considération de ses positions immuables en faveur de la cause palestinienne. Et enfin, dans le conflit ukrainien, la Russie affirme avoir attaqué l'aéroport militaire ukrainien. Kiev, quant à elle, annonce avoir frappé des installations pétrolières dans l'ouest de la Russie. Le chef de l'OTAN, lui, estime que l'Union européenne doit augmenter ses dépenses en défense. Gaza et ses retombées du nettoyage ethnique, retombées qui vont certainement s'allonger dans le temps. En ce qui concerne la journée, des équipes de secours ont récupéré les corps de 20 martyrs au niveau de la ville de Sheikh Zayed, au nord de la bande de Gaza. شباب دفاع مدني Un nettoyage ethnique en donné officiellement. Il y a quelques heures, des sources médicales ont annoncé que le bilan des morts au sein de l'enclave s'élevait à 47 498, dont une majorité étant des enfants et des femmes, tandis que le nombre de blessés s'établissait à environ 111 600, et ce depuis le début des bombardements en octobre dernier. Il y a encore de nombreuses victimes, on le rappelle, sous les décombres et dans les rues. On ne cessera de le dire et de le rappeler à chaque fois de nos rendez-vous. D'après l'ONU, la situation à Gaza a atteint des dimensions sans précédent dans l'histoire moderne. Et plus exactement, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, Rim El-Salem, a souligné dans un communiqué de presse diffusé hier que les attaques de l'entité sioniste contre les femmes palestiniennes font partie d'une stratégie de génocide systématique, précisant que tuer des femmes palestiniennes simplement parce qu'elles sont des femmes est considéré comme un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Lorsque nous rassemblons toutes les pièces du puzzle, nous constatons que la destruction du secteur de la santé, l'abandon des nouveau-nés à leur sort et la création de conditions horribles pour les femmes enceintes et allaitantes sont autant d'outils utilisés pour la violence génocidaire sioniste qui vise à détruire totalement ou partiellement la continuité de la reproduction palestinienne.
800 000 femmes ont été déplacées de force de leur foyer et près d'1 million de femmes et de filles souffrent d'une grave insécurité alimentaire. Il ne s'agit pas seulement d'un génocide, mais aussi d'un meurtre délibéré et de la destruction complète du concept de frontières légales en temps de guerre. L'UNRWA, l'agence onusienne condamnée par l'interdiction du gouvernement sioniste, la haut représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a déclaré dans un communiqué hier soir que la législation sioniste suscite des inquiétudes en raison de ses conséquences globales sur les opérations de l'UNRWA en Cisjordanie occupée, y compris El-Quds et également à Gaza. Une autre agence onusienne, cette fois, tire la sonnette d'alarme concernant Gaza. Le PAM, c'est-à-dire le Programme alimentaire mondial, a déclaré que les besoins humanitaires au sein de l'enclave gazaoui sont énormes dans un contexte de retour des familles palestiniennes déplacées dans leur zone du nord après environ 15 mois de génocide sioniste, tout en soulignant que tout espoir de redressement de la bande de Gaza nécessiterait une réponse humanitaire globale avec la coopération de toutes les agences de l'ONU. Au premier jour de sa présidence, Donald Trump a signé une série de directives au Capitole, une série de directives qui semble offrir une nouvelle ère pour les États-Unis, mais en contrepartie étouffer l'Organisation mondiale de la santé. Après l'annonce du retrait des États-Unis de cet organisme, l'agence commence déjà à réduire ses dépenses tout en essayant de convaincre Washington à reconsidérer sa décision, une réduction des dépenses qui aurait des retombées encore plus dramatiques au niveau de la population gazaoui. Maria Chouir. Après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump, à peine investi, a signé un décret pour entamer le processus de retrait des États-Unis de l'OMS. Il justifie sa décision par l'écart entre les contributions financières américaines et chinoises, ainsi que par ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à la pandémie du Covid-19 et d'autres crises mondiales. Aucune autre solution ne se présente désormais. Le chef de l'agence appelle les responsables de la santé des pays à faire pression sur Washington pour reconsidérer la décision du président Donald Trump. Il sera néanmoins très important d'investir pour faire revenir les États-Unis dans le droit chemin. Et je pense que vous pouvez tous jouer un rôle à cet égard. Face à la perte du financement américain, des responsables de pays comme le Bangladesh et la France ont demandé à être informés des plans spécifiques que l'OMS compte mettre en œuvre pour affronter ce retrait. Les informations laissent dire que d'ici la fin de l'année, chaque département important serait réduit de moitié. Je vous rappelle simplement que le gouvernement des États-Unis ne quitte pas un bâtiment à Genève. Il ne quitte pas un secrétariat à Genève. Il quitte une communauté de nations. Il s'agit essentiellement d'une rupture avec vous, pas avec moi. Et cela doit être pris en considération par les 193 États membres représentés ici aujourd'hui. Les experts déclarent que le départ des États-Unis constitue une crise budgétaire majeure et que l'agence ne parviendra plus à faire face aux épidémies mondiales qui continuent de frapper plusieurs pays à travers le monde. Le coût financier sera très élevé et si le monde ne prend pas les mesures nécessaires pour combler le déficit budgétaire qui se profile, l'Organisation mondiale de la santé en souffrira très gravement. Le retrait américain qui entrera en vigueur fin janvier 2026 sera au cœur des discussions du Conseil exécutif de l'OMS lors de l'examen du budget 2026-2027. Le départ américain risque de peser dans la balance. La décision finale sur le budget sera prise en mai lors de la réunion annuelle des membres de l'OMS. D'ici là, la santé mondiale espère pouvoir convaincre Washington de faire machine arrière. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Reit, nous fait part de sa grande inquiétude au sujet des plans éventuels de déplacement des Palestiniens, synonyme de menace existentielle ouvrant la voie à la réalisation de ce scénario qui violerait le droit international.
De son côté, l'Iran a condamné la proposition du président américain Donald Trump de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Selon Téhéran, cela s'apparenterait à un nettoyage ethnique. Sur l'avenir de Gaza, quelle que soit leur décision, c'est leur terre, c'est-à-dire celle des Palestiniens, des groupes de résistance. C'est donc leur terre. Et c'est à eux de décider comment gouverner les rues de Gaza. Quelle que soit leur décision, nous la respecterons. Quant à la deuxième partie de la question, sur ce qu'ils appellent nettoyer Gaza, si je ne me trompe pas, nous avons déjà dit que cette idée fait partie de l'effacement colonial de la bande de Gaza et de toute la Palestine. Et ce concept d'effacement colonial est quelque chose qui a été inventé par le rapporteur spécial sur les droits de l'homme du peuple palestinien. Encore une fois, aucun tiers ne peut décider de l'avenir de Gaza. Ils ont payé des prix extraordinaires, un prix extraordinaire pour rester sur leur terre. Et s'ils ne pouvaient pas les déraciner par un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ils ne permettraient pas certainement que cela se produise par le biais d'un processus politique. Retour sur au niveau des territoires occupés, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la ville de Jenin et son camp pour le 14e jour consécutif, faisant au passage 25 morts ainsi que des dizaines de blessés, des arrestations et la démolition de dizaines de maisons au milieu d'une grande opération de déplacement qui aurait touché 15 000 Palestiniens. Vous en doutez bien, les habitants de Jenin, harassés, meurtris, épuisés, beaucoup de morts également, trop même, des morts qui sont enterrés dans la douleur, comme on va le voir à l'image. Il m'a parlé au téléphone et m'a dit qu'il rentrait chez lui. En rentrant chez lui, il a été surpris de voir tout cela se passer dans le quartier. C'était son destin. Une balle l'a touché. Ce sont des gens innocents, des civils. Ce ne sont pas des militants de la résistance ni des terroristes comme on le dit. Cela fait 13 jours et aujourd'hui c'est le 14e et ils ont retardé leur enterrement et nous ont empêchés de leur rendre visite à l'hôpital pour les voir. Ils ont retardé l'enterrement hier jusqu'au soir et nous ont ensuite dit que la coordination pour l'enterrement était nulle et qu'il serait fait demain à 7 h du matin. Ce qui nous incite à évoquer le bilan des victimes en territoire occupé, annoncé dans la journée par le ministère de la Santé palestinien. 70 Palestiniens tués par les forces d'occupation Cisjordanie occupées depuis le début de cette année, dont une majorité provenant du gouvernorat de Jenin. Dans un communiqué, le ministère a précisé que parmi les martyrs figurent 10 enfants, une femme ainsi que 2 personnes âgées. Il a également indiqué que l'armée sioniste a assassiné 38 Palestiniens à Jenin, 15 à Touba, 6 à Naplouse, 5 à Tulkaram, 3 à Hébron, 2 à Bethléem et 1 à Al-Quds occupé. En parallèle de ces massacres, l'étau sioniste sur la Cisjordanie continue d'enserrer la population. En plus des tueries, des interpellations s'effectuent au quotidien, comme à Toubas,
où 5 Palestiniens ont été interpellés ces toutes dernières heures. En bref, et ça concerne la Syrie, au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans la journée dans l'explosion d'une voiture piégée à la périphérie d'une ville qui se nomme El Medjibi, au nord du pays. Une voiture a explosé à côté d'un véhicule transportant des ouvriers agricoles, tuant 14 femmes et un homme. 15 autres femmes ont été également blessées, certaines dans un état très grave. On clôt notre chapitre concernant le Masharaq pour ouvrir celui de notre continent, l'Afrique. À tout de suite. Et je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une interview au quotidien français L'Opinion. Le chef de l'État est revenu sur plusieurs questions d'actualité, dont les dernières déclarations hostiles et haineuses de politiques français à l'égard de l'Algérie, lesquelles, selon lui, ont créé un climat délétère. Interrogé sur sa disposition à reprendre le dialogue à condition qu'il y ait des déclarations politiques fortes, le président de la République a répondu, je cite, « Tout à fait, ce n'est pas à moi de le faire. Pour moi, la République française, c'est d'abord son président. » Fin de citation. Quant au soutien apporté par la France au pseudo-plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, cela est une grave erreur, a affirmé le président de la République, rappelant au président français Emmanuel Macron les obligations de son pays, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, supposé être le garant de la légalité internationale, affirmant que le conflit au Sahara occidental est une question de décolonisation pour l'ONU qui n'a toujours pas été réglée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les réparations relatives aux essais nucléaires à l'utilisation d'armes chimiques par la France dans le sud de l'Algérie est un sujet indispensable pour la reprise de la coopération bilatérale, appelant à régler définitivement ce contentieux. Le chef de l'État a précisé, je cite, « Nous estimons que l'Algérie doit le faire avec la France qui doit nous dire avec précision les périmètres où ces essais ont été réalisés et où les matériaux sont enterrés. » Il a indiqué dans le même cadre qu'il y a aussi la question des armes chimiques utilisées à Oued-Nemous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dans la journée l'imam de la mosquée d'Al-Aqsa, Cheikh Ikrima Saïd Abdallah Sabri. À cette occasion, l'imam de la mosquée d'Al-Aqsa a remis au président de la République un cadeau symbolique consistant en un fragment de pierre du dôme du rocher d'Al-Aqsa, en reconnaissance et en considération des positions de l'Algérie qui sont immuables en faveur de la cause palestinienne. Activité diplomatique encore, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu dans la journée le directeur du programme Afrique au sein de la Chatham House, Alex Vines. Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé les vues et les analyses sur les différents enjeux auxquels fait face le continent africain, notamment la région du Sahel, et a examiné les moyens de coopération entre la Chatham House et l'Institut diplomatique et des relations internationales relevant du ministère des Affaires étrangères, selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. La Mauritanie a officiellement rejoint la force de capacité régionale de l'Afrique du Nord après que l'organisation ait approuvé son adhésion lors de la 16e réunion d'experts
tenue dans la capitale égyptienne, le Caire. L'agence de presse sahraoui a rapporté que la réunion a discuté d'un certain nombre de questions, notamment l'adhésion de la Mauritanie et de l'exercice de combat sur le terrain et de la capacité nord-africaine 2025 en Algérie. La force régionale nord-africaine comprend l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Sahara occidental et la Libye et joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la sécurité au sein du continent. Conflit en RDC, Pretoria réaffirme son soutien à Kinshasa après la mort de 14 soldats sud-africains. Et c'est Cyril Ramaphosa qui insiste, l'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien au peuple de la RDC, dira-t-il, et notamment sa région Est où le groupe M23 progresse grandement ces derniers jours. Et on s'arrête quelque peu à Goma, où peut-être une lueur d'espoir est en train de poindre, puisqu'il y a eu la réouverture de la clinique au niveau du chef-lieu de cette fameuse région qui est disputée entre les militaires de la RDC et ceux du M23. Les détails avec Amal Zitouni. À Goma, les affrontements ont cessé. Les déplacés commencent à rentrer chez eux. Les équipes de Médecins sans frontières reprennent prudemment leur travail à la clinique. Pour l'instant, le calme y est toujours, la situation est toujours volatile. Aujourd'hui, nous n'allons pas ouvrir complètement, mais nous fermons en début d'après-midi et nous continuerons à vérifier les aspects sécuritaires. C'est pourquoi nous venons voir comment les choses se passent et nous espérons que nous resterons ouverts. Nous sommes très heureux de pouvoir reprendre nos activités très rapidement. Le personnel de la clinique, situé dans le camp de déplacés de Kachaka à Goma, toujours préoccupé par la situation sécuritaire, tente de résoudre un problème d'approvisionnement en médicaments après le pillage de son entrepôt. Notre stock, l'entrepôt a été pillé avec tous les médicaments pour les patients et c'est notre principal défi maintenant. Nous devons trouver un moyen d'obtenir de nouvelles fournitures venant de l'extérieur. Pendant cette période, tout le personnel n'a pas pu venir travailler et toutes les installations ont dû fermer. Et les patients dont le besoin n'ont pu avoir accès à aucun soin pendant cette semaine. Les affrontements ont fait de nombreux morts et blessés selon les hôpitaux. Ils ont aussi aggravé une crise humanitaire chronique dans la région où des milliers de déplacés souffraient. Pendant le conflit, nous avons vraiment souffert. Des gens ont souffert de diarrhée, d'autres sont morts de blessures par balle. Ceux qui souffraient de diarrhée ne pouvaient être soignés d'urgence car les quelques médecins présents dans le camp étaient débordés par le grand nombre de patients. Nous sommes vraiment heureux de voir que la clinique a repris, car moi-même et beaucoup d'autres sommes très malades. Nous demandons plus d'aide. Nous avons besoin de nourriture et d'eau, car les médicaments ne peuvent pas être efficaces sans nourriture. Une situation dramatique dans cette ville du Nord Kivu qui pense toujours ses plaies. Dans le reste de l'actualité, conflit en Ukraine, l'armée russe a annoncé avoir attaqué des infrastructures militaires ukrainiennes, notamment des installations aéroportuaires, des sites de stockage de carburant et des dépôts de munitions au cours de la dernière journée. Les unités de défense aérienne russes ont intercepté des missiles lance-roquettes multiples ukrainiens et abattu plusieurs dizaines de drones, a annoncé le ministre russe de la Défense. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a affirmé quant à lui que des dizaines de combats avaient eu lieu dans les zones au niveau du front. La partie ukrainienne toujours, qui annonce avoir frappé des installations pétrolières également, qui se situent dans l'ouest de la Russie.
Проснулся. Капец, короче, все горит тут. В первую очередь горит. Жесть. Проснулся от хлопка, короче. Валю на тайгу. Второй взрыв сейчас прогремел. Завод взорвался, короче. Взрыв такой. Le président ukrainien a estimé que les systèmes de défense aérienne et les missiles intercepteurs sont essentiels pour se rapprocher de la paix. L'Ukraine et la paix réelle ont besoin de garanties que ce mal sera arrêté de manière fiable, pas seulement par des mots ou quelques documents. Des systèmes de défense aériens et un nombre suffisant de missiles intercepteurs sont essentiels pour rapprocher la paix. Je suis reconnaissant à tous nos partenaires qui nous aident dans ce domaine et qui comprennent parfaitement ce dont nous avons besoin. Patriotes, Iris-T, tous les types de systèmes de défense aérienne nécessaires, le développement de drones et les investissements dans la production d'armes ici en Ukraine, tout cela protège la vie de notre peuple et l'idée même que la paix est possible. À quand une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump? Elle était prévue il y a 2 semaines. Eh bien, celle-ci est planifiée selon le Kremlin. L'idée même d'organiser des élections en Ukraine légitime le pouvoir. Je voudrais rappeler la déclaration très récente de Poutine selon laquelle cette légitimité est nécessaire pour confirmer juridiquement tout accord visant à résoudre le conflit. C'est pourquoi ce sujet est certainement important et il est clair que cela ne plaît pas vraiment aux leaders du régime de Kiev. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis dans la journée à Bruxelles pour discuter du renforcement des défenses du vieux continent, notamment des capacités militaires dont ils auront besoin dans les années à venir. Les autres détails nous sont livrés avec Souila Akilal. Une réunion d'un jour que le président du Conseil européen des dirigeants de l'UE a présenté comme une retraite consacrée à la politique de défense plutôt qu'un sommet formel. Cette réunion fait certainement écho aux déclarations du président américain Donald Trump, selon lesquelles les membres européens de l'OTAN devraient consacrer 5% de leur PIB à la défense, un chiffre qu'aucun membre de l'Alliance, y compris les États-Unis, n'atteint actuellement. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a rejoint la réunion des 27, a d'ailleurs parlé d'un nouvel engagement en matière de dépenses de défense des pays de l'OTAN, qui sera, je cite, considérablement supérieur à 2% du PIB. Ma position est que nous devons augmenter les dépenses de défense. Nous devons augmenter la production de défense. Le niveau exact des dépenses de défense, nous le déciderons plus tard cette année en fonction des objectifs de capacité. Nous évaluons actuellement les écarts avec chacun des alliés entre notre situation actuelle et celle que nous devrions avoir. Et sur cette base, les objectifs de capacité seront fixés. Et sur cette base, nous déciderons du nouvel engagement en matière de dépenses de défense, mais elles seront considérablement supérieures à 2%. La réunion de Bruxelles s'est tenue avec le spectre d'une guerre commerciale qui plane sur le bloc des 27, entre la convoitise du Groenland et les taxes imposées aux produits canadiens, mexicains et chinois. Trump répète que le tour de l'Europe viendra. Pour le chef de l'OTAN, l'intérêt de Trump pour le Groenland et le Grand Nord était compréhensible, mais il a estimé que les alliés de l'Alliance Atlantique devraient faire davantage collectivement en ce qui concerne la région. Nous avons de très bonnes discussions avec le Danemark et bien sûr avec tous les alliés. Et il est absolument clair que Trump a raison en ce qui concerne le Grand Nord, que nous devons faire davantage collectivement. Il ne s'agit pas seulement du Groenland, mais aussi de l'Islande, de la Norvège, de la Finlande, de la Suède, du Canada et même des États-Unis eux-mêmes. Nous allons donc travailler ensemble au sein de l'OTAN pour nous assurer que lorsqu'il s'agit du Grand Nord, collectivement, nous ferons ce qui est nécessaire.
L'année dernière, les pays de l'UE ont dépensé en moyenne 1,9% du PIB pour la défense, ce qui avoisine les 326 milliards d'euros, soit une augmentation de 30% par rapport à 2021. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a donné une nouvelle dimension au débat. Le président américain répète sur tous les toits que l'Europe ne doit plus tenir la protection américaine pour acquise et l'objectif des 5% du PIB consacré aux dépenses militaires qu'il exige est jugé irréaliste par de nombreux pays européens. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'Union européenne était suffisamment forte pour réagir à d'éventuels tarifs douaniers imposés par les États-Unis, mais que l'objectif devrait être la coopération entre les partenaires commerciaux. Avant le début de la réunion informelle des dirigeants de l'UE à Bruxelles, Scholz a également souligné l'importance de renforcer la sécurité et la défense dans le cadre de l'OTAN et de développer une industrie de défense européenne. Les États-Unis et l'Europe profitent tous deux des échanges de biens et de services. Si la politique douanière rendait cela difficile, ce serait mauvais pour les États-Unis et pour l'Europe. Il est clair qu'en tant qu'espace économique fort, nous pouvons organiser les choses nous-mêmes et réagir aux politiques douanières par des politiques douanières. C'est ce que nous devons faire et ce que nous ferons. Mais la perspective et l'objectif doivent être de procéder de manière à ce que cela soit une coopération. Et on change de continent. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré attendre la réponse du président américain Donald Trump à sa proposition de dialogue après sa décision de taxer à 25% les exportations mexicaines, ajoutant qu'elle détaillerait la riposte de Mexico lundi matin. Sheinbaum a aussi proposé samedi à son homologue américain un groupe de travail avec les meilleures équipes de sécurité de santé publique sur les questions de trafic de drogue et de migration. Reconoció que el 74% de las armas que usa, como ayer lo dije, rechazamos catégoriquement. Comme je l'ai dit hier, nous rejetons catégoriquement la calomnie de la Maison-Blanche, selon laquelle le gouvernement du Mexique a une alliance avec des organisations criminelles, ainsi que toute intention d'ingérence sur notre territoire. La souveraineté ne se négocie pas. C'est pour cela que j'ai proposé hier au président Trump dans mon communiqué d'établir un groupe de travail avec nos meilleures équipes de sécurité et de santé publique. Ce n'est pas en imposant des taxes douanières que l'on résout des problèmes, mais en parlant et en dialoguant comme nous l'avons fait. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a quitté le Panama, direction le Salvador. Pour sa première visite à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio a visité ce matin le canal de Panama, dont le président américain Donald Trump veut reprendre le contrôle. Rubio s'est rendu au centre de contrôle des écluses de Miraflores, côté océan Pacifique, dans la ville de Panama, où il a été reçu par l'administrateur de la voie d'eau inter-océanique. Rubio a transmis au président du Panama la proposition de Donald Trump sur la violation du traité régissant le canal du Panama, carrefour maritime stratégique pour le commerce mondial. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en a dérouté plus d'un. Bon, il y a le saltimbanque du communicant et ses sorties déroutantes. Il y a le réel. En effet, l'homme, dès sa première semaine d'entrée en fonction, a signé quelques 400 mesures, les fameuses Executive Orders, ayant trait pour une grosse partie à l'immigration et surtout au protectionnisme, l'instauration des tarifs douaniers envers l'Europe, des voisins proches comme le Canada ou encore la Chine, et bien sûr qui sont synonymes d'exacerbation des différends commerciaux avec surtout la Chine, qui appréhende un environnement économique mondial incertain, à la fois pour les États-Unis et pour l'ensemble des pays, et surtout les entreprises. Et si finalement on nommait les choses par leur nom, à savoir le retour de la guerre économique omniprésente et omnipotente, et son champ de bataille est sans limite, manipulation des monnaies,
évasion fiscale, guerre de l'information, subventions déguisées. Et finalement, si ce n'est pas le symptôme d'économie occidentale de plus en plus fragile qu'elle n'y paraîtrait en tout cas, c'est avec ce présupposé que nous réserve peut-être l'année économique qui vient. Et l'Algérie dans tout ça, type des questions que nous allons soumettre à notre invité, c'est tout de suite. Finalement, la guerre économique a toujours été présente, on l'observe, car les tensions montent. Regardez par exemple le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, ou l'OTAN et la Russie. Elle investit surtout ce terrain, le terrain économique. Que pense donc notre invité du jour et quelle est sa lecture des faits? Ça tombe bien, il est économiste, analyste en économie pour être plus précis. Mahfoud Kaoubi, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Mahfoud Kaoubi, question générale tout d'abord. Les États, en tant qu'entité après la Seconde Guerre mondiale, prétendaient que c'était le dernier conflit et que la paix allait régner désormais, car la paix rimait avec les échanges commerciaux. Mais quand on voit par exemple aujourd'hui les sanctions contre la Russie, la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, ou encore les tarifs douaniers de Donald Trump à l'endroit de certains pays, on le voit, hein, l'économie est loin d'être le fameux doux commerce, mais contient quand même une forme de violence. Oui, une forme de violence très manifeste qui s'intensifie de plus en plus. Vous le dites si bien, en tous les cas, que le monde prétendait avoir compris et que les conflits devaient laisser la place à la quiétude, au commerce, à l'intensification du commerce international. Et des instruments ont été mis en place justement pour garantir les équilibres et pour prévenir les situations qui ont été à l'origine de conflits à l'instar de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Par ces institutions, on a la Banque mondiale d'une part et on a le FMI d'autre part. Mais cette situation a connu des bouleversements, une évolution. Premièrement en 1974, par l'abandon du système d'État d'or. Tout à fait. Et donc, première secousse, pour ne pas dire premier séisme, mais qui a donné lieu surtout à une intensification du modèle libéral en tant que modèle d'organisation de l'économie mondiale, qui a évolué pour laisser place dans la fin des années 80 à une nouvelle logique de fonctionnement de l'économie mondiale où le libéralisme dominait et on naissait donc la mondialisation et la globalisation. Mais donc deuxième séisme, deuxième logique qui a laissé place aussi à la fin des années 2010, au milieu des années donc 2015, à un nouveau bouleversement par l'émergence de la Chine qui a joué au trouble fait et situation qui a été suivie aussi par l'émergence d'autres économies à l'instar de l'Inde ou des dragons asiatiques. Tous, justement, mais le fait le plus marquant, c'est la Chine. La Chine qui a joué au trouble fait et qui est venue donc bouleverser carrément l'équilibre et remettre en cause l'ordre mondial que tout le monde pensait être installé pour longtemps, celui de la mondialisation. Et donc plein de déséquilibres se manifestent de plus en plus, d'où une nouvelle guerre, celle-là beaucoup plus intense et qui devrait donner lieu à des bouleversements très sérieux. La fameuse fin de l'histoire, c'est ce que prophétisait en tout cas Francis Fukuyama, n'aura pas lieu, on le voit. Dans une guerre classique, en théorie, on vise à détruire le potentiel commercial de son adversaire. Est-ce que vous diriez-vous que c'est le retour des guerres économiques, même si au fond, il faut le dire, elles n'ont jamais tout à fait disparu, Mahfoud Kaoubi? Oui, elles n'ont jamais disparu dans la mesure où l'hégémonie du libéralisme
était de règles. La force, quand on voit le poids de l'Occident d'une manière générale, donc les États-Unis en premier lieu, l'Europe en second lieu, donc ces deux puissances à elles seules constituaient pratiquement 50% du PIB mondial. Donc cette domination était économique, était militaire, mais était aussi politique à travers les différentes institutions politiques internationales qui étaient mises en place. Donc, tout cela n'augurait pas qu'un changement sérieux pouvait se faire, dans la mesure où la Chine devait accueillir et a accueilli jusqu'à un certain niveau des flux d'investissement des sociétés étrangères, occidentales principalement, qui proliféraient et qui faisaient de très très bonnes affaires. Entre-temps, l'Occident s'est vu désindustrialisé, s'est vu petit à petit perdre en matière de compétitivité. Et l'économie réelle, donc l'industrie, l'économie de production, donc a laissé lieu à l'activité de services principalement, et les services financiers. Donc l'Occident proliférait par des marchés financiers qui faisaient de très très bonnes affaires, mais entre-temps, il perdait en matière de compétitivité et en matière de productivité de travail. Ça a fait l'affaire de la Chine qui doucement, sans faire beaucoup de bruit, a amélioré de sa productivité de travail, a gagné en compétitivité dans tous les secteurs d'activité, et actuellement, la crise d'ailleurs de la Covid-19 est venue démontrer qu'en fin du compte, les Chinois ont très très bien programmé leur évolution, l'amélioration de leur compétitivité, et ils sont venus maintenant damer le pion à d'autres économies beaucoup plus importantes. L'économie chinoise représente quelque chose comme 18% du PIB mondial. C'est énorme. Donc, et quand on rajoute tout le poids des autres pays émergents, on voit qu'il y a un autre monde, autre que celui occidental, qui se positionne de plus en plus et qui a à l'avenir qui peut être beaucoup plus pesant en matière de compétitivité. Est-ce que les mesures du protectionnisme, le protectionnisme est un peu honni par les libéraux dans le monde économique, mais est-ce que ces mesures, ou par exemple le fait est de diversifier ses partenaires commerciaux, comme le fait un certain nombre de pays, comme l'Algérie, est-ce que selon vous c'est la solution face aux fluctuations éventuelles de l'économie mondiale dans le futur ? En tous les cas, l'équation est très difficile. Diversifier, oui, sur le plan du principe, mais ça permet donc de diviser les risques et de réduire des incertitudes. Mais le salut de l'économie algérienne passe par un renforcement sérieux de la compétitivité de l'outil de production national. Ça, c'est l'élément le plus important. Plus de travail, plus de diversification et donc une capacité de peser par rapport à une amélioration de la production et une amélioration de la productivité. Mahfoud Kaoubi, je voudrais avoir aussi votre avis sur une autre thématique. La tension entre Alger et Paris peut perturber, quand il y a une tension entre deux pays, les deux économies sont sans doute perturbées, peut-être à différentes échelles. On le rappelle, 6 millions d'Algériens vivent en France, 500 entreprises françaises opèrent en Algérie avec Total, par exemple, le grand mastodonte en hydrocarbures. Mais on a l'impression que cette fois-ci, au creux de cette tension, ce n'est pas Alger le plus gros perdant dans l'affaire. Quel est votre avis ? Oui, tout à fait. Alger n'est pas le grand perdant dans cette situation, d'ailleurs, qui mériterait d'être solutionnée dans le calme et la sérénité. Alger, donc, en matière de diversification, en matière d'importation, elle peut, on va pas dire facilement, mais elle peut trouver des fournisseurs en matière de produits qui sont régulièrement importés de France.
France, mais ce qui n'est pas le cas par rapport à la France en matière surtout d'approvisionnement en hydrocarbures, notamment dans une période assez difficile. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a un axe stratégique important qui pouvait donner lieu à beaucoup plus de satisfaction et de partenariat entre l'Algérie et la France si la maturité, la raison l'aurait pris surtout du côté français où l'extrême droite est en train de pousser la France dans une logique sans issue, à mon sens. Et puis, quand on parle de la France, c'est surtout l'Union européenne, dans un monde qui se conçoit beaucoup plus sur une logique multipolaire. L'intérêt, oui, tout à fait. Donc, l'intérêt de l'Europe passe nécessairement à développer un partenariat sérieux avec l'Afrique. Et le rôle de l'Algérie en termes de locomotive, une des locomotives les plus importantes de l'Afrique, est important. C'est de même pour la France, qui a son poids dans l'Union européenne. Donc, la raison devrait l'emporter dans un sens de constituer un pôle qui pèserait par rapport aux autres pôles qui sont en train de se constituer, celui de la Chine et des pays qui l'entourent, et celui des États-Unis et des autres pays qui l'entourent. L'Europe est actuellement affaiblie, elle a besoin de relocaliser, elle a besoin d'investir, elle a besoin d'avoir des approvisionnements en hydrocarbures stables et à bon prix, et je dirais que l'Afrique, pour constituer une très très bonne opportunité en matière de partenariat stratégique qui donnerait lieu à la constitution d'un pôle qui pèserait sur le plan mondial. Maintenant, la position de l'extrême droite qui n'a pas de projet réel en matière de construction européenne, en matière de stratégie économique, autre que celui de décrier l'étranger, de décrier l'immigration et de pousser le pays dans une logique très extrême, sans issue, est en train d'hypothéquer un petit peu tout cela. L'intérêt des deux parties, l'Algérie et la France, l'Europe et l'Afrique, passerait par une nécessaire prise de recul et une nécessaire priorisation de la raison et de remettre les choses au clair par rapport aux enjeux que le monde est en train de connaître aujourd'hui. Mahfoud Kaoubi, autre thématique. L'histoire nous a démontré qu'il ne fallait pas trop se réjouir de la chute d'un empire, ou en tout cas son déclin. Je veux parler ici des États-Unis. Alors, quelques chiffres pour cerner leur économie. L'économie américaine n'a pas l'air d'être en très bonne santé, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, les États-Unis, c'est une dette d'environ de 36 000 milliards de dollars. C'est une montagne de dettes, c'est-à-dire le pays fait chaque jour 6 milliards de dettes, jour, au quotidien. Ça veut dire, Mahfoud Kaoubi, que ce pays non seulement vit bien au-dessus de ses moyens, et finalement on se demande s'il n'est pas techniquement en banqueroute. Bon, c'est vrai, il y a l'étalon dollar, c'est une monnaie mondiale, c'est une réserve de monnaie mondiale, il y a l'armée américaine, il y a aussi la confiance, l'effet psychologique, il ne faut pas le sous-estimer. Mais je parle sous votre contrôle. D'après ces chiffres, l'économie US n'a pas l'air en très bonne santé, au moment même où Donald Trump fait son entrée à la Maison-Blanche. Tout à fait d'accord. Bon, en premier, l'économie américaine, c'est l'économie la plus forte sur le plan de la compétitivité, sur le plan mondial. Ça, c'est certain. Mais cette économie est en difficulté d'année en année. Chaque année qui passe, l'économie américaine perd en compétitivité, notamment par rapport à l'économie chinoise. Cet écart qui était important il y a de cela une quinzaine d'années se réduit de plus en plus et pourrait faire dans les 10 prochaines années à ce que la Chine pourrait dépasser l'économie chinoise dans plein de secteurs d'activité. C'est surtout l'économie réelle où la Chine a pu marquer énormément de points.
De l'autre côté, cette fragilité de l'économie américaine se manifeste à travers des déséquilibres, notamment en matière d'endettement. Vous l'avez très très bien signalé. Donc 36 000 milliards de dettes publiques qui dépasse donc un ratio de dette publique qui dépasse les 114% du PIB, ce qui n'a jamais été imaginé antérieurement, fait que depuis 2008, depuis la crise du subprime, les politiques qui se sont succédées sur la gouvernance aux États-Unis n'ont pas pu régler de manière sérieuse des problèmes structurels que connaît l'économie américaine. Une économie fuite en avant, qui s'est Tout à fait. Donc, des déséquilibres se creusent en matière de commerce extérieur, d'où donc ces réactions protectionnistes par un pays qui prônait, il y a de cela une dizaine d'années, le laisser faire, le laisser aller, qui incitait les pays à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce et qui faisait donc du libéralisme son cheval de bataille. Donc, ces déséquilibres pourraient se compliquer dans l'avenir en donnant lieu à d'autres problèmes sur le plan social et sur le plan institutionnel. Merci. Mais d'où la réaction de Trump et d'où la réaction de l'administration actuelle. Merci Mahfoud Kaoubi, ce sera le mot de la fin. Malheureusement, on arrive à la fin de notre temps imparti. J'étais accompagné ce soir par Mahfoud Kaoubi qui a bien voulu répondre à mes questions. Je le remercie vivement. Voilà, ça sera tout pour notre rendez-vous du jour. Tout de suite la météo. Bonne suite des programmes sur Al24 News.